Oui, je suis vraiment désolé, j'ai un retard pas possible et pour le coup je suis au bout de ma vie. J'ai quasiment pas dormi de la nuit, je me suis fait empoisonner par une saucisse, ni plus ni moins, une saucisse avariée et j'ai passé la vie en enfer, mais la nuit en enfer, pardon. Mais pour le coup je me bats quand même, je me bats pour qui? Ben, aujourd'hui pour Caro et pour son bac blanc. La semaine prochaine, c'est bien ça Caro? C'est ça, oui. Bon, ça va, t'es prête? Oui, oui, je suis prête. Ça va être sur quoi? C'est uniquement sur le théâtre ou vous avez possibilité de tomber sur les autres œuvres du programme? Non, là, c'est que théâtre. Ils nous ont donné le sujet à l'avance, comme ça, c'est plus simple. Comment ça, tu veux dire le sujet de disserte? Non, pas le sujet, mais ils nous ont donné Ouais, l'œuvre, je veux dire. ok, ok, ok. Ouais, ouais. Oui. Et ça se passe bien cette année de première? Ouais, pour l'instant, ça va. Enfin, c'est la fin, mais ça a été. Et avec la prof de français, c'était bien? Ou le prof? Oui. Ouais, c'est une prof. Bah non, non, elle est très bien. En plus, je l'avais déjà eue en collège et bah, elle est très sympa. D'accord, donc toi, tu as eu des vrais cours et tu as eu des cours intéressants. Oui. Ouais, ouais, cette année, ça a été. Ok, ben écoute, tant mieux. Alors en plus, ça doit être très intéressant quand pour le coup on a un prof qui s'intéresse juste la fin du monde. C'est assez particulier. T'en as pensé quoi? T'as retenu quoi de l'œuvre globalement, simplement pour partager des impressions? Bah, c'est une œuvre, du coup, très tournée sur la famille. C'est ça qui m'a bien intéressée, d'ailleurs. Mhm. Sur des rapports compliqués dans la famille. Et ouais, je retiens surtout ça, les liens entre les différents membres et les relations, enfin la relation assez conflictuelle qu'ils ont chacun entre eux. Ouais, d'accord. Ce qui t'a plu, c'est avant tout cette analyse des mécanismes dans les familles, des conflits et tout ça? Mm. Oui, c'est vrai que je le trouve particulièrement juste de ce point de vue-là, et en particulier sur des personnages comme Antoine. Je l'avais déjà dit sur la chaîne l'an dernier parce qu'on avait eu un élève qui l'avait présenté en seconde partie d'oral, et du coup on avait fait des lives d'entraînement à la seconde partie d'oral. Et Antoine, moi je le trouve bluffant comme personnage, vraiment. Mais Mm. C'est vrai qu'il a... aujourd'hui, ouais, 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 et j'adore l'interprétation de Cassel dans le Dolan. Je le trouve assez juste, justement dans cette question de la brutalité du personnage et en même temps de cette volonté de sortir de la brutalité et de cette impossibilité de le faire. Je trouve que Cassel est pas mal pour camper ça. Salut Myriam, comment ça va? Alors justement Myriam, je sais ce que tu cherches aujourd'hui et pour le coup, donc je voulais le dire, on va pas être centré uniquement sur la garce, au sens où on va aussi un petit peu reprendre, hein, poser des bases pour la méthodologie de la dissertation. Parce que comment ça s'est passé pour l'instant la disserte, Caro? Tu l'as déjà prise en bac blanc ou pas? Oui, j'ai eu un bac blanc au mois de janvier et Mhm. bah, ça a été super bien parce que vraiment enfin, j'avais mal compris, c'était sur Victor Hugo. L'œuvre a été intéressante et puis j'avais bien compris les notions, tout ça. Et j'avais aussi regardé une de vos vidéos sur l'analyse des sujets de dissert, ça m'avait bien aidé. Ouais. Et du coup, là, pour les 4 heures que j'avais eues, ça avait été très très bien et je m'en étais bien sortie. Ouais, d'accord. Et c'était le live avec Kadia, ça? C'était Kadia, non, en Oui, live? c'est ça, Et il y avait il son me petit semble. frère, je sais plus comment il s'appelait, le petit frère. Je sais pas. Ouais, il foutait le bordel. Euh, j'ai- J'aimais bien le petit frère. Alors du coup, est-ce que tu as des questions, Myriam, quand même, sur la méthode de la disserte? N'hésitez pas hein, dans le chat à me poser vos questions, même si on va s'acheminer vers justement... Alors, d'abord, on va quand même faire un petit temps. Il va falloir que j'installe des notions sur juste la fin du monde. Je sais pas si ta prof t'en a parlé, mais je vais te donner des petits éléments. Salut Akita, des petits éléments intéressants là-dessus. Et ensuite, on va aller voir la méthodo, c'est quoi? C'est avant tout se concentrer sur les sujets. Donc on va se donner les sujets, hein, parce que la méthodo, c'est pas la folle polycopier dans le vide que vous refile la prof, hein, il faut aussi du concret, et le concret, c'est l'entraînement. Donc on fera ça directement sur le sujet, et pour le coup, ça sera des sujets lagarces, mais j'essaierai toujours de vous montrer les principes méthodo clés pour l'ensemble des objets d'étude et des auteurs. Est-ce Ok. que tu as des questions, Caro? Non, Je non, peux, non, c'est bon. Tu me dis hein, si je peux t'appeler Caro parce que Oui, Ok, oui, ok, bien sûr. ok. Alors, ben, sans plus attendre, je vais passer sur le document. Je vais faire ma petite transition. Ouais, mais Ça va? ouais, mais bon,
Je sais pas, les couleurs, je trouve ça affreux. En plus, il est tout jaune, c'est un peu glauque. Et c'est pas très. Ça évoque un peu la maladie, je trouve ça assez maladroit. Mais bon, j'assume. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer, voilà. Les idées, la gare, juste la fin du monde, Caro, des bases. On parle de crise personnelle, de crise familiale. Est-ce que tu pourrais un petit peu me dire en quoi il y a crise personnelle et familiale dans cette pièce de théâtre? Alors, pour la crise familiale, je dirais que ça concerne essentiellement le personnage de Louis, mais pas que, puisque son retour, ça déclenche aussi d'autres crises personnelles chez sa famille, chez les autres personnages. Et après, il y a évidemment la crise familiale, puisque la pièce se déroule au sein de la famille, et c'est là que les conflits apparaissent et qu'on constate que les personnages ont du mal à discuter entre eux, à dialoguer. Ok, très bien. Alors, du coup, la crise centrale, la crise motrice de l'histoire, ça serait laquelle? S'il fallait en citer une. De l'histoire, je dirais que c'est la crise de Louis, Ouais. sa crise personnelle. Qui consiste en quoi? Il apprend non, il va mourir en fait et il revient pour l'annoncer à sa famille. Donc sa Voilà. crise interne, c'est la mort à venir. Voilà, alors on trouve effectivement cette crise cruciale de la mort, de la confrontation à la mort. Et maintenant, est-ce que tu vois le lien très précis avec la crise familiale? Mais juste un instant avant quand même, je ne sais pas si Myriam et Akita, vous avez étudié cette œuvre, c'est donc l'histoire de Louis qui apprend qu'il a une maladie mortelle et qui a perdu son compagnon. Alors c'est pas explicité dans la version de Juste la fin du monde, c'est plus explicité dans la réécriture de 95 qui s'appelle La maison natale, je crois. Oula, j'ai un doute. Non, le pays lointain. Retour au pays lointain. J'ai totalement un doute. Et donc, ce Louis rentre dans la famille et il souhaite annoncer sa mort auprès des siens. Voilà, c'est ça l'enjeu de la pièce. Donc, est-ce que tu vois le lien avec la crise familiale, cette crise personnelle de la mort annoncée et la crise familiale? Quel est le lien? Je sais pas trop, peut-être la venue de Louis, euh, son retour dans sa famille. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Euh, Pourquoi Louis se tait finalement? Pourquoi il n'annonce jamais sa mort? On peut penser que c'est parce il ose pas, il a peur, et aussi peut-être parce qu'il veut pas blesser ses proches ou leur exposer quelque chose d'aussi grave après tant d'années d'absence. Alors ça c'est vrai, mais en même temps, comme il le dit à la fin, au moment de la crise d'Antoine, justement il a décidé, il sait ce qui va se passer pour Antoine, parce qu'Antoine va être fou de culpabilité en apprenant que donc son frère était malade et que c'était la dernière fois qu'il voyait son frère. Donc il y a quand même une forme de culpabilisation et il dit même, Louis, à ce moment-là, qu'il s'autorisait tout. Voyons voir, ça doit être à la fin de la deuxième partie. Puis encore un peu plus tard. C'était... Voilà, non, ça doit être au tout début de la deuxième partie, pardon. Ça doit être dans la scène 1, voilà. Je dis des mensonges, donc là c'est le moment du départ. Et sans le lui dire, j'ose l'en accuser, c'est de cela que je me venge. Un jour, je me suis accordé tous les droits. Donc ça montre bien que quand même, il est conscient qu'il est en train de leur faire du mal. Donc c'est pas tellement par pitié qu'il n'a pas annoncé sa mort. Pourquoi il n'annonce pas sa mort, à ton avis? Est-ce que tu n'aurais pas d'autres éléments? Je sais pas trop, non. Non, tu vois pas? Pourquoi il est parti, à ton avis, de la maison familiale? Euh, je sais pas. Alors, il y a un élément qui transparaît dans la première partie, lors de la conversation avec la famille, et notamment avec Antoine. Est-ce que tu sais de quoi il est question au tout début? L'un des premiers sujets de conversation. Il me semble que c'est la présentation, les retrouvailles, et Oh, il est présenté à Catherine qui ne connaît pas. oui, très bien. Il y a Et, un long passage là-dessus. et il est question de quoi? Elle lui raconte quoi, Catherine? Euh, Peut-être ce qui s'est passé en son absence, de ses enfants, je crois. Ouais, très bien. Et il va être question justement des enfants. De quoi il Mm. parle?
Est-ce que tu t'en rappelles? Ah oui, du prénom de leur fils, de Catherine et Antoine, Très bien. Comment il s'appelle? qui s'appelle également Louis. Et pourquoi ils ont choisi de l'appeler Louis? Il me semble qu'il y a une histoire avec le prénom du fils aîné. Oui. Et comme Louis n'a pas d'enfant et il suppose qu'il n'en aura pas, ils ont décidé d'appeler leur fils Louis. Pourquoi? Pourquoi il n'aurait pas d'enfant? Bah, c'est pas clairement dit, mais on peut supposer que c'est parce qu'il est homosexuel. Ok, Et voilà. ouais, c'est ça la raison. Mais c'est pas clairement exposé. Non, effectivement, c'est jamais dit. Et d'ailleurs, on sait que donc Louis est malade, mais il faut savoir d'une part que Lagarce avait déjà écrit un roman sur cette idée de maladie fatale avant de savoir qu'il était lui-même malade du sida et que dans son journal, il insistait pour dire que le sida n'était pas le sujet de la pièce. Donc là, Oui. souvenez-vous bien de ça, en fait, considérez que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement le motif de la maladie ou du sida plus spécifiquement, c'est simplement l'homme confronté à sa mort et du coup la question des origines. Comment on cherche à se replier sur ses origines quand on ne sait plus ce qui nous attend devant nous, puisque la mort est notre seule option. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il y a quand même ce thème crypté de l'homosexualité. Et effectivement, comme le dit Akita, ah mince, j'ai un petit problème de allô, allô. Allô? Ouais, tu m'entends? Je crois que ça a coupé. Oui. Oui, ça avait coupé. Ah zut, j'ai un problème d'internet. Le stream ne fonctionne plus, je crois. Ah, c'est... Moi, je suis dessus, je vous vois encore. Ah, je bouge? Oui, oui. D'accord, d'accord. Ben alors c'est moi. Attends, je vais relancer ma machine. Ouais, et donc je disais, il y a justement un énorme malaise à ce moment-là lorsqu'il est question du prénom. Et comme le disait Akita dans le chat, c'est effectivement une tradition de redonner le nom du grand-père aux enfants. Ah oui, d'accord, non, c'était moi qui a bugué. Donc vous voyez qu'en fait, on a une opposition entre une tradition qui est d'origine patriarcale, puisqu'en fait, c'est l'idée du nom du père. On transfère le nom du père d'aîné en aîné, plus exactement du grand-père au fils aîné. Et ça, vous voyez, c'est cette lignée fondée sur l'hétéronormativité et sur la tradition patriarcale. Et en fait, on va avoir un individu, Louis, qui est comme un problème dans cette filiation, puisque précisément Louis est homosexuel, qui n'aura pas d'enfant et que par conséquent, il interrompt cette tradition. Donc Louis a été sauté. En fait, on a redonné le nom du grand-père défunt au nouvel enfant en faisant comme Louis était déjà mort. Donc déjà, ça donne le temps. Mais du coup, on peut quand même faire le lien entre la maladie et l'annonce de la mort avec justement cette question de la sexualité, de l'homosexualité de Louis. C'est-à-dire que annoncer sa mort, c'est aussi annoncer la maladie et par conséquent le sida. Même si je vous ai dit que le sida n'était pas le sujet de l'œuvre, il y a aussi cette question de, comment dire, donner une certaine proximité à cette famille, alors même qu'il est persuadé qu'elle ne le comprend pas. Et par conséquent, s'il se refuse aussi à dire la mort, c'est précisément parce qu'il ne veut pas leur donner une place dans sa vie. Voilà, parce qu'en fait, il ne participe pas de cette vie, parce qu'il y a une forme de rupture avec ce milieu familial et ce milieu de tradition. D'accord? Ok. Ok. Bon, Ouais. on va aller checker des petites notions clés pour comprendre tout ça. Déjà, il y a quelque chose qui est important, c'est le fils prodigue. Si je te dis de fils prodigue, Caro, qu'est-ce que tu me dis? Bah, il me semble que c'est une thématique forte, mais peut-être biblique. Ouais. Un doute. Ouais, biblique. Alors, effectivement, en fait, le retour du fils prodigue, c'est un thème qui a été renouvelé plusieurs fois en littérature et qui renvoie à un passage biblique. C'est une parabole du Nouveau Testament, c'est-à-dire une parabole de la Bible telle qu'elle a été définie, écrite par les apôtres de Jésus. En l'occurrence, il s'agit de Saint Luc, et pour le coup, la parabole du fils prodigue, c'est simplement un petit récit où
un frère cadet qui avait quitté sa maisonnée pour aller faire la fête et dépenser une fortune avec des prostituées, avec des banquets et des faux amis, se retrouve ruiné et va devoir retourner auprès des siens et retourner auprès de son père. Et son père, alors qu'on pourrait s'imaginer qu'il le chasse plein de colère, va lui faire la fête. Il va organiser un énorme banquet pour célébrer le retour de son fils, du fils prodigue, et son frère, le frère aîné, qui représente justement l'obéissance au père, qui représente l'instinct de responsabilité des frères aînés, va lui faire le reproche. Il va lui dire mon père, pourquoi vous acceptez ainsi le retour de ce fils indigne, alors que moi je vous ai toujours obéi et que jamais vous ne m'avez fait de banquet. Et le père va lui dire tu ne te rends pas compte, ton frère était mort et il est ressuscité. Voilà, donc ça c'est la parabole. À ton avis, Caroline, de quoi ça parle? C'est quoi le sens symbolique de cette parabole? Par rapport à l'œuvre, bah, du coup, il y a le retour et le fait de préférer un enfant, peut-être. Ouais, bon déjà il y a des différences quand même. C'est quoi la différence majeure? Bah, Louis, c'est le frère aîné. Déjà il y a ça, Louis c'est le frère aîné, il y a autre chose. Il y a deux autres choses majeures. Peut-être que là, on parle d'un père, alors Oui, que dans l'œuvre, c'est la mère. il n'y a plus que la mère, le père a disparu. Oui, Et il y a autre chose encore. je vois pas trop. Tu vois pas? Peut-être qu'ils sont trois enfants enfin, chez la garce, alors que là, ils sont que deux. Ah non, non, c'est simplement qu'à la Non? fin, le fils prodigue est réintégré puisqu'on lui fait la fête, Ah, donc il retrouve la famille, il est ressuscité, comme le dit le père, alors qu'au contraire, dans la garce, le fils prodigue, il repart, il est comme chassé, mm, il va être notamment un peu mis à la porte par Antoine, son frère, et surtout, il est promis à la mort, hein, il n'est pas promis à la résurrection du tout. Donc si tu ah veux, il oui. y a un lien, mais en même temps, il y a un retournement. Le retournement, il est fondé sur l'absence du père qui est déjà mort et sur le fait que finalement le frère va le chasser. On va voir ça hein, parce Mm. que c'est très ambigu le fait que le frère le chasse. Mais ça, il faut que tu le saches. On a donc un lien qu'on appelle intertextuel entre deux textes. Un texte fondamental de l'histoire religieuse occidentale, donc la parabole du fils prodigue. Prodigue, ça veut dire qu'il dépense énormément. Et donc la pièce de théâtre de Lagarce. Et il faut savoir que c'est quelque chose qu'il a repris dans d'autres textes. Lagarce a écrit plusieurs fois, a réécrit cette parabole du fils prodigue. Maintenant, j'ai besoin que tu me parles du prologue, de l'intermède et de l'épilogue. Prologue, intermède, épilogue. Comment tu définirais ces notions? Alors, le prologue, ça vient de prologos, et c'est le discours qui vient avant la parole, alors que l'épilogue, c'est l'inverse, c'est le discours après. Et pour l'intermède, c'est un divertissement, il me semble. Et après, ça a évolué, mais c'est une forme. Enfin, c'est des formes antiques, en héritage antique, et des formes qui ont été beaucoup utilisées. Alors, en particulier le prologue et l'épilogue, ça fait directement référence à l'héritage antique. En effet, l'intermède, plus exactement, c'était quelque chose qu'on utilisait entre les pièces, parce qu'à l'époque, hein, on n'avait pas les moyens techniques d'aujourd'hui. Donc, quand on changeait de pièce, on était obligé de marquer un petit temps d'arrêt pour changer les costumes, changer les décors, etc. Et pendant ce temps-là, on faisait venir des gens devant le rideau qui allaient divertir le public, sachant que parfois c'était aussi pour le changement d'humeur. Par exemple, si on avait représenté un mystère au Moyen-Âge, qui est une pièce sacrée et plutôt émouvante, on allait essayer de changer la tête du public pour un petit peu le délasser, c'est-à-dire lui faire perdre sa tristesse ou son émotion, avec notamment des farces. Les farces, en fait, c'est typique de l'intermède, c'est ce qui permettait de farcir le moment entre deux pièces. Voilà. Donc, l'intermède, à la base, c'est effectivement cette idée de divertissement. On passe à autre chose et pendant ce temps-là, on détourne le regard. L'intermède dans la pièce de Lagarce, est-ce qu'il a cette fonction de divertissement? Non, 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 D'ailleurs, j'ai pas très très bien compris, c'est assez énigmatique, Ouais. mais c'est pas tellement pour divertir les gens. Non, au contraire, ça marque quoi l'intermède dans la pièce de Lagarce? Bah, c'est un moment assez flou, et il y a une rupture entre du coup, le premier acte, enfin, la première partie et la deuxième. Mhm. Et la deuxième partie, elle est
beaucoup plus, enfin, peut-être un peu beaucoup plus sombre et les tensions sont plus grandes. Oui, très bien. Alors vous voyez, en fait, on va avoir le prologue qui nous renvoie à la tradition antique où on expose l'action et souvent on utilise pour cela le personnage du messager. C'est exactement pareil chez Lagarce. D'ailleurs, Louis va se définir comme le messager de sa propre mort et il va tout nous expliquer. Il va même nous présenter la mort à venir. Il va dire dans un an, je vais mourir, j'aurai 37 ans, etc. Donc il présente tout sur tout. C'est vraiment classique. L'épilogue, il va nous donner une petite anecdote qui permet de conclure sur l'histoire et qui permet de donner un certain sens à cette question de la parole et du silence. Et entre les deux, on va avoir l'intermède. Et l'intermède, comme tu l'as dit, c'est effectivement un moment de basculement. Donc vous voyez, ces trois choses-là manifestent la construction de la pièce qui est symétrique. La pièce, en fait, elle est vraiment partagée en deux, avec d'abord une tentative et puis une renonciation, et entre les deux, l'intermède avec cette valeur un petit peu étrange, mystérieuse. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on est, on ne sait pas où est-ce exactement qu'est-ce qui se passe. Et donc, ça vous montre bien cette idée de basculement avec ces deux parties, cette construction symétrique de la pièce. D'accord ? Donc, on a à la fois un réemploi des catégories antiques et en même temps une modernisation profonde des catégories antiques. Ok. Tout est bon pour toi ? Oui, c'est bon. Alors, maintenant, je passe à Abel et Caïn. Abel et Caïn, est-ce que tu sais ce que c'est ? Alors, c'est deux frères qui se seront entretués. Je crois que c'est Abel qui a tué Caïn. C'est Caïn qui a tué Abel, je crois, non ? C'est peut-être l'inverse, oui, je suis pas sûre. Et ils se sont tués pour... Enfin, l'un a tué l'autre pour une histoire de jalousie. Par rapport à quoi ? Alors, je crois qu'ils faisaient des offrandes à leur dieu. Et Dieu a préféré l'offrande de l'un. Je crois que c'était des offrandes de la viande, peut-être, ou des bêtes, plutôt des animaux. Alors que l'autre offrait des plantes ou de quelque chose de végétal, plutôt. Et du coup, ils se sont... l'un a tué l'autre par jalousie. Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire que Abel en fait était éleveur, donc il avait des bêtes, il va sacrifier des bêtes pour donner leur viande aux dieux. À Dieu. On est chez monothéiste, c'est la Genèse, la Bible. Et de son côté, Caïn en fait était agriculteur, donc lui il va lui donner des plantes, et pour le coup Dieu va féliciter, va être reconnaissant envers Abel, donc jalousie entre les deux. Caïn profite d'un moment où il est seul dans les champs avec Abel et il le tue. Et Dieu s'en rend compte très vite et il lui dit, il lance une malédiction, il dit que ses descendants verront la terre lui refuser ses fruits et qu'il courra par le monde et que des gens chercheront à le tuer. Cependant, Caïn va lui dire c'est pas possible, je survivrai jamais. Et Dieu va donc lui dire bon d'accord, la personne qui tuera Caïn sera cette fois maudite par moi. Bon, c'est un petit peu particulier, souvenez-vous simplement de cette idée de compétition à mort entre les frères, de rivalité fondamentale entre les frères. C'est-à-dire que entre frères, il n'y a pas de coopération possible, il faut forcément que l'un s'affirme sur l'autre. Pourquoi ? Pour la reconnaissance du Père, Dieu le Père, hein. D'accord ? Oui. Bon là on verra c'est particulier puisqu'il n'y a plus de père mais par contre il reste encore cette fonction paternelle de pater familias avec notamment Antoine qui a dû assurer le poste puisque l'aîné était parti, normalement c'est l'aîné qui s'occupe de ça, c'est l'aîné qui succède au père. Ok très bien, alors maintenant je vais donner juste quelques petites notions, des petits genres que tu pourras utiliser comme catégorie dans la dissertation pour identifier juste la fin du monde. Sarrazak. Sarrazak, c'est qui ? C'est un petit critique littéraire, enfin un petit critique. C'est un critique littéraire, simplement, qui va définir deux types de pièces de théâtre. Est-ce que tu as entendu parler de Sarrazak cette année ? Je n'ai pas entendu parler de lui, mais je connais le drame dans la vie. Enfin, le drame de la vie et dans la vie, ça, je l'ai vu dans les cours. Bon, bah c'est Sarrazak. C'est Sarrazak. Okay. Donc le drame dans la vie, c'est cette idée d'un drame qui vient faire basculer la vie, qui va totalement bouleverser la vie. Je vous donne un exemple, Fed qui tombe amoureuse de son beau-fils. Donc c'est un événement, ce coup de foudre, qui va renverser sa vie et qui va faire que sa vie va tourner en catastrophe. Elle avait une forme de bonheur, le bonheur s'inverse en grand malheur, c'est ce qu'on appelle un drame dans la vie. Et la vie en est comme renversée. Le drame de la vie, au contraire, c'est pas
un drame exceptionnel dans la vie, c'est que la vie prend une tournure dramatique dans son ensemble. Et donc le drame de la vie, en fait, c'est un drame au quotidien, c'est le drame du quotidien. Donc je vous ai donné deux références, c'est Strindberg et Tchekhov, qui sont des auteurs du fin 19e, début 20e. Et pour le coup, c'est des auteurs qui vont nous présenter notamment le quotidien d'une jeune épouse au Danemark. Et du coup, on se rend compte qu'elle vit au quotidien une forme de mélancolie avec des petits drames et que finalement, sa vie est comme un drame tout entier. D'accord? Tu valides, Ouais. Caro, les définitions? Tu voudrais Oui, ajouter j'ai à peu quelque près chose? compris. Non, non, c'est bon. À peu près ça, non? Bah oui. Enfin, je sais pas si je serais capable de réutiliser en dissert, mais je comprends à peu près l'idée. Ah si, si, si. Alors dis-moi justement, dis-moi en quoi la garce, est-ce que c'est un drame dans la vie? Bah, je dirais plutôt que c'est un drame de la vie. Mais je suis pas sûre. Sur le chat, n'hésitez pas à réagir. Tu me dis que c'est un drame de la vie, pourquoi? Bah, il y a un événement clé qui est la mort, et c'est ça qui vient enfin, perturber sa vie, son existence. Et j'ai l'impression que c'est plus ça un drame de la vie. Alors, tu veux dire que sa vie est totalement renversée? Bah oui, puisqu'il va mourir. Akita, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais plus cette option. Mais Ah. si ça... Non, attends. Parce que tu as en partie raison. Hein. Mais si sa vie est renversée, est-ce qu'on est dans le drame dans la vie ou le drame de la vie? Bah ouais, ok, c'est à peu près les deux alors. Tous les deux. Pourquoi? Est-ce que Dans la vie. Mais pourquoi c'est un drame de la vie aussi? Bah, c'est un élément précis, mais ça bouleverse toute sa vie. C'est quoi l'enjeu de la pièce? L'annonce de la mort Ok, donc tu vois, on a d'un côté la mort. La mort, tu le mets dans drame dans la vie ou drame de la vie? de la vie, Sûr? du coup, non. Bah, tu vois, pour C'est moi, un peu ça. si tu apprends que tu vas mourir, ça renverse ta vie. Hein. Parce que Ouais, quand tu oui, apprends oui, que tu c'est vas vrai. mourir, ta vie, elle change du tout au tout. Ta vie, elle peut plus du Oui. tout être pareille. Donc, tu peux plus être dans le quotidien, tu vois. Souviens-toi, si tu dois retenir un truc sur drame dans la vie, drame dans la vie, le quotidien, il bascule. Drame de la vie, le quotidien, il est dramatique. Le quotidien ne change pas, mais c'est le quotidien qui est dramatique en soi. Tu vois la différence? Pas trop. Non. Avant, j'avais une vie et j'avais un quotidien Ouais, ordinaire, et tout d'un coup, boum, il y a un événement extraordinaire qui l'interrompt. Mon quotidien oui, ordinaire est interrompu par un événement extraordinaire. Drame de la oui, vie, au ok. contraire, mon quotidien ordinaire continue, et c'est mon quotidien ordinaire qui est dramatique en soi. Il n'y a pas besoin d'un événement extraordinaire. Mon quotidien en Ah, soi, il est dramatique. d'accord, En gros, j'ai une vie pourrie. J'ai une vie pourrie. d'accord. Il y a quelque chose qui travaille dans ma vie, qui développe une mélancolie en moi et qui fait que ben, ma vie, elle est dramatique. Il n'y a pas besoin d'un événement extraordinaire qui bouleverse ma vie. Ma vie en soi est dramatique. Imagine par exemple le sort de quelqu'un de misérable qui essaie de lutter au quotidien. Ben, on parlera de drame de la vie. Ok. Donc il y a plutôt une idée de continuité, Voilà, exactement. pas de rupture. Continuité, voilà, exactement. Rupture de l'événement extraordinaire dans drame dans la vie et continuité d'un quotidien ordinaire et mélancolique dans drame de la vie. D'accord. Ok, Ok, là j'ai bien compris. ok. Donc la mort, on va la mettre dans drame dans la vie. Mais du coup, maintenant, du côté de drame de la vie, qu'est-ce que tu mets par rapport à juste la fin du monde? Alors, drame dans la vie, bah, du coup, c'est la rupture, donc c'est le retour. Alors, c'est vrai qu'il y a le retour qui manifeste une idée d'événement extraordinaire. Maintenant, est-ce que j'ai des choses de l'ordre du drame de la vie? Euh, non, je sais pas, Ouais, la vie de Louis en elle-même, du coup. pour moi, elle est extraordinaire parce qu'il sait qu'il va mourir. Par contre, Hmm. c'est pas la seule vie qu'on nous montre. Hein. Bah, on nous montre aussi que c'est quelqu'un d'assez banal, qui rentre chez sa famille. Bon, non, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il ait quitté sa famille, justement. Ouais. Mais le retour, c'est classique. Qui Enfin, pas après autant d'années, mais Ouais, ouais. Qui sont les gens ordinaires dans cette pièce?
Bah, sa famille, mais même lui, je trouve. Alors lui, en fait, c'est parce qu'il parle pas, hein, mais il a quand même un truc extraordinaire qu'il travaille. Enfin, tu vois, il va mourir. Donc, c'est pas tout le monde qui doit mourir. Enfin, tout le monde doit mourir, mais je veux dire, les gens qui le savent et qui se retrouvent à le taire et qui restent silencieux alors qu'ils ont gros sur le corps, comme on dit, bon, c'est une Mm. situation plutôt extraordinaire. Par contre, si je vais voir du côté de Suzanne, du côté de Catherine, du côté de la mère, voire du côté d'Antoine, là, je peux parler de quoi? Bah, de banalité, peut-être. En quoi le personnage, en quoi le drame de Suzanne, c'est la banalité? Bah, elle n'a pas fait grand-chose, elle est restée dans sa famille, elle habite toujours avec sa mère, et même elle le met en avant, ça, dans l'œuvre, je trouve. Très bien. Qu'est-ce qu'elle veut, Suzanne? Bah, elle aurait rêvé de suivre un peu le chemin de Louis et de reconnaissance, peut-être. Voilà, donc tu vois, ce que veut Suzanne, en fait, c'est une rupture dans sa vie. Ce que veut Suzanne, Mm. justement, c'est marquer une rupture, mais elle est prise dans cette routine qui fait qu'elle est encore comme une enfant, elle vit encore chez ses parents, et elle a l'impression de ne pas avoir réussi à grandir. Mm. Voilà, elle a ce désir d'émancipation, elle se sent enfermée dans quoi? Dans ce quotidien, et on est donc de ce point de vue-là dans un drame de la vie. Donc si vous voulez, on va avoir des trajectoires divergentes. On va avoir un individu qui introduit un drame dans la vie avec justement ce silence de mort. Et de l'autre côté, on va avoir des personnages qui sont pris dans le drame de la vie avec cette lutte au quotidien contre une mélancolie, une monotonie, un sentiment d'échec et d'impuissance. Ok. Tu vois aussi Oui. Akita? Parce qu'en fait, pour moi, il y a quand même des gens qui sont ordinaires. Il y a des gens qui sont pris dans quelque chose d'ordinaire. Ils voudraient s'en échapper, mais ils n'y arrivent pas. Ok. Et ensuite, il est vrai que le personnage d'Antoine, il est à mi-chemin. Le personnage d'Antoine, il est à la fois extraordinaire parce qu'il va, en quelque sorte, il va exécuter son frère, hein, puisqu'il envoie à la mort. Et du coup, c'est à la fois le drame de la vie, drame dans la vie. Bon, alors, je te donne un dernier truc qui est très important, qu'il faudra caler, petit élément de connaissance encore, le monodrame. T'as entendu parler du monodrame? Oui, assez. Il me semble que c'est quand ça tourne autour d'un personnage uniquement. Enfin, pas uniquement, mais il y a une vision surplombante d'un personnage. Et ici, c'est Louis. Oui, qu'est-ce qui nous montre ça? Donne-moi des passages du texte qui nous montrent qu'on est dans un monodrame. Bah, par exemple, ses monologues Très bien. où il est seul en scène et enfin, il y a presque que lui qui a le droit à ces monologues-là. Les autres sont toujours en présence d'autres personnages. Très bien, exactement. Alors je vous donne la petite définition du monodrame par Evreynov, qui est donc un russe et qui écrit ça en 1909. Un type de représentation dramatique dans lequel le monde qui entoure le personnage apparaît tel que le perçoit le personnage à tout moment de son existence scénique. C'est très important parce que non seulement il y a les monologues dont tu m'as parlé, mais même du coup on peut se demander s'il n'y a pas une forme de... Si la pièce en fait n'est pas comme une remémoration de ce Louis défunt, qui nous parlerait de l'au-delà et qui se souviendrait de cet événement quand il est retourné voir les siens, avec notamment ces passages qui paraissent un peu irréels dont tu m'as parlé, à savoir le prologue, l'épilogue, mais aussi et surtout l'intermède. L'intermède, on a l'impression que c'est comme un rêve. Et d'ailleurs, c'est les personnages eux-mêmes, au moment de l'intermède, qui le disent. Ils ont l'impression d'être pris dans un... comment dire quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'a pas de situation temporelle, spatiale, d'être comme dans le vide. Et ça, vous le voyez notamment avec la mise en scène de Dolan. Tu l'avais vu, non, la mise en scène de Dolan, Caro? Oui, ouais, j'ai vu le film. Qu'est-ce qu'il fait, Dolan, pour montrer ce caractère irréel de l'intermède, comme si on était projeté dans l'esprit, la mémoire de Louis? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, je me rappelle surtout d'une scène avec de la musique et la musique qui va vite. Dans une voiture, il y a une accélération. Je crois que c'est à ce moment-là, l'intermède. Ah, attends. C'est pas ça? Non, C'est pas je ce crois pas. passage-là? Je suis plus très sûr. Attends. Pour moi, Il me l'intermède, semble que c'est... c'est au moment de... Enfin, quand il va acheter des cigarettes avec son frère Antoine, ils sont dans la voiture et il y a une... Enfin, le ton monte. Mais ça, Et c'est... ensuite, il y a une
Accélération. C'est le moment de la dispute quand il lui dit, tu sais, il lui sort son histoire et puis Antoine lui dit, t'as fait exprès, tu t'es imaginé cette scène à l'avance, t'avais prévu de me sortir cette vieille histoire, etc., etc. Oui. Ah, Euh, donc c'est avant, là, Ça, je vois pas trop. c'est la dernière scène de la première partie. Et ensuite, Antoine lui dit, j'ai pas envie de t'écouter. Ce qui est très Oui, important parce qu'à ce moment-là, en fait, on verra peut-être si on a le temps, mais Antoine, il sait qu'est-ce qu'il y avait à écouter, peut-être, hein. Mais en tout cas, il y a quand même un pressentiment. Et Antoine n'a pas envie de souffrir. Euh, non, en fait, l'intermède, si vous regardez, je vous raconte de mémoire, hein, je suis plus très sûr, mais c'est des plans très serrés sur les personnages, avec des fonds derrière qui sont un peu bleus ou verdâtres, et du coup, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Et si vous regardez, il ne respecte plus les règles du montage, et il fait sans arrêt des faux raccords pour qu'on n'arrive pas à situer les personnages dans l'espace. C'est-à-dire qu'il ne fait plus ce qu'on appelle en cinéma champ contre champ, qui nous font comprendre que les personnages se font face à face dans un espace. Il casse ces règles et du coup on ne sait pas s'ils sont dans la même pièce ou s'ils sont dans d'autres pièces, où est-ce qu'ils sont exactement. Donc ça, vous voyez, c'est l'intermède qui casse un petit peu ce caractère de réalité de la scène avec le dimanche, avec les retrouvailles, le dîner, etc. Là, on est comme plongé dans simplement une rêverie, comme plongé dans la mémoire, dans l'esprit de Louis, et ça renvoie au monodrame. À ce moment-là, vous pouvez parler du monodrame. Ok? ok. Bon, j'ai bientôt terminé avec mes petites mises au point. J'en ai une dernière, c'est le logodrame. Logodrame, est-ce qu'on t'en a parlé? Oui, mais je sais plus du tout ce que c'est. Alors le logodrame, c'est une invention de Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute qui est une auteure inspirée notamment du nouveau roman, mais c'est pas le sujet. Nathalie Sarraute, en fait, écrivait des pièces de théâtre qui étaient centrées sur la parole. Et ce qui faisait progresser l'intrigue, c'était précisément les échanges, la teneur, les mots choisis, les nuances de la parole. Je vous donne un exemple dans Pour un oui ou pour un non. Il y a une dispute entre deux vieux amis à cause d'une certaine manière de prononcer la phrase c'est bien ça. En gros, il y a un ami qui vient annoncer à l'autre qu'il a trouvé du boulot et son ami lui dit c'est bien ça. Et il va le dire avec un ton, il va le dire avec une manière de parler très particulière, si bien que son ami va se dire en fait tu m'as toujours méprisé. Et donc va se créer un drame qui est fondé sur quoi? Sur cette analyse très fine du langage et de la manière de dire les choses. Ok? Ok. Ouais, sur la parole. Ouais. Et je conclus là-dessus pour les idées. Ça, c'est de la matière, hein, ça, c'est des concepts. Vous ne pouvez pas forcément l'avoir en lisant l'œuvre, c'est pour ça que je fais ce petit point. Maintenant, on va rentrer dans les sujets, vous inquiétez pas. Mais je conclus simplement en disant, tout à l'heure, tu m'as dit que l'enjeu de la pièce, c'était annoncer la mort, hein, on est d'accord. Mm. Donc on a la question de la fatalité tragique avec la mort à venir. Et de l'autre côté, on a aussi la question d'annoncer. Annoncer, qu'est-ce que tu mets dans annoncer? Bah, dire. Oui, et Ouais, qu'est-ce la qui est... parole. Ouais, c'est ça, c'est la parole. Qu'est-ce qui est le plus central dans la pièce? C'est la parole et le langage. Enfin, c'est pareil. Retenez surtout ça, le drame de cette pièce, c'est pas la mort de Louis. Le drame de cette pièce, c'est la capacité de dire le sentiment qu'on peut éprouver lorsqu'on va mourir. D'accord? Donc en fait, le drame, c'est la parole. C'est que dire. Ok? Mm. Voilà, Ouais. moi j'en ai terminé.